Bonsoir Éric Ciotti. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir, président du groupe UDR à l'Assemblée nationale. Vous publiez ce livre, Je ne regrette rien, aux éditions Fayard. Le sous-titre, l'heure est venue de dire pourquoi, on en parlera dans un instant, pourquoi vous ne regrettez rien sur ce que vous racontez dans votre livre. Mais d'abord, quelques questions d'actualité. D'abord sur les suites de ce qui s'est passé samedi après la victoire du Paris Saint-Germain. De nombreux heurts et violences. Et le garde des Sceaux qui propose de durcir le code pénal, fin du sursis, peine minimale. Vous qui n'arrêtez pas de dénoncer sur les plateaux le laxisme du gouvernement. Bon bah là, il parle comme Éric Ciotti, Gérald Darmanin. Si vous m'autorisez quelques secondes plus légères, des félicitations adressées à Loïs Boisson, qui nous a enthousiasmés cet après-midi et qui est niçoise. Donc c'est une fierté française et c'est une fierté niçoise. Voilà pour la parenthèse niçoise. Je précise que vous serez sans doute candidat aux élections municipales dans un an à Nice. Qui est essentiel et pas qu'une parenthèse. Simplement, bien sûr que j'adhère au diagnostic que fait le garde des Sceaux sur la nécessité d'avoir des peines plus efficaces, surtout plus exécutées. Mais j'ai envie de dire, c'est dommage que Gérald Darmanin ne soit pas au ministère de la Justice. C'est dommage qu'il n'ait pas été 4 ans ministre de l'Intérieur. C'est dommage qu'il n'ait pas été depuis 8 ans ministre d'Emmanuel Macron. J'ai l'impression que ces discours, qui ne se résument finalement qu'à des paroles, les Français ne les entendent plus. Ce qu'ils veulent, face à la gravité de la situation, ce qui s'est passé samedi soir, nous a choqué les Français, a été diffusé dans le monde entier, appelle des actes, mais pas aujourd'hui. Rappelez-moi, Éric Ciotti, qui a supprimé les peines planchées? Qui a supprimé les peines planchées? C'est François Hollande. Qui a supprimé les peines planchées. Et c'était Nicolas Sarkozy? Non, aussi avant. Nicolas Sarkozy a installé les peines planchées. Alors pardonnez-moi, c'est sur la double peine, voilà. Nicolas Sarkozy. Donc simplement sur la question de la sévérité de la justice. Les peines planchées, nous les avons votées. Sur les peines planchées, vous avez raison. Sur la double peine, à l'été 2007. Vous avez aussi été aux fonctions, si j'ose dire. Et donc sur cette question de la responsabilité des uns et des autres, je n'ai pas revoir le code pénal. Chacun doit sans doute regarder devant sa porte. Vous avez lu mon livre et j'y reviens en vérité. Et bien sûr qu'on a, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce choix de rupture l'année dernière, il y a une part de responsabilité. Je le dis, pourquoi nous avons perdu en 2012? Parce que la droite n'a pas été suffisamment de droite. Parce qu'elle s'est laissée quelque part... imposer une domination intellectuelle de gauche. Vous avez raison de souligner l'erreur de la suppression de la double peine. Je l'ai dit également pour la suppression des effectifs. Ces erreurs, c'est ce qu'on a reproché, malgré beaucoup de succès, c'est ce qu'on a reproché à Nicolas Sarkozy, qui n'a pas gagné en 2012. C'est sans doute parce qu'on n'est pas allé assez loin. Donc moi, je n'ai jamais été ministre, mais j'ai participé à une majorité. Je n'ai pas voté la loi pénitentiaire de 2009, par exemple, parce qu'il y avait justement l'installation du fait que la prison était une exception, alors que moi, je voudrais que ça soit la règle pour ceux qui commettent des crimes, des délits, naturellement, mais en tout cas, et notamment contre ceux qui s'attaquent aux policiers, voire aux pompiers. Si ces mesures sont soumises aux parlementaires, vous les voterez? Mais bien sûr, je les voterai, mais c'est extraordinairement tardif. Et comment donner de la crédibilité à ceux qui nous proposent cela aujourd'hui, alors qu'ils sont au pouvoir depuis 13 ans. Depuis 13 ans, Éric Ciotti, Benjamin Duhamel. Je voudrais aussi vous entendre sur le cas de Mohamed Amra, le détenu qui va être extrait de sa prison de Condé-sur-Sarthe pour être entendu par une juge d'instruction. Il y a 260 km entre la prison et le tribunal judiciaire. Et vous avez au gouvernement 2 ministres qui, visiblement, ne sont pas tout à fait alignés. Bruno Retailleau qui considère qu'il est trop dangereux de l'extraire de sa cellule, qui veut que la juge d'instruction se déplace ou qu'il y ait une visioconférence. Gérald Darmanin, lui, assume ce déplacement, je le cite, dans des conditions de sécurité hors normes. J'imagine que sur ce coup-là, vous êtes plutôt du côté de Bruno Retailleau? Naturellement, je suis du côté du bon sens. On se rappelle malheureusement ce qui s'est passé de façon tragique et qui a coûté la mort à 2 agents pénitentiaires pour un précédent transfert totalement irresponsable d'Amra. Et là, on va recommencer, mais sincèrement,
est-ce que le magistrat ne peut pas se déplacer plutôt que mettre un dispositif de sécurité qui va mobiliser peut-être une centaine de policiers, qui va faire prendre des risques. La justice est indépendante, le garde des Sceaux ne peut pas donner d'ordre à la juge d'instruction de faire une visioconférence ou d'y aller. À un moment, il faut arrêter avec les délires, quoi. Voilà. C'est à la juge d'instruction de se déplacer et pas de faire déplacer pendant plusieurs centaines de kilomètres un cortège de policiers, leur faire prendre des risques, faire prendre des risques aux agents pénitentiaires. Enfin, qu'on revienne un peu sur terre quand même, qu'on arrête de marcher sur la tête, quoi. Et puis il y a, Éric Ciotti, l'horreur à Puget-sur-Argent, un attentat raciste. Hichem Miraoui, un Tunisien de 46 ans qui a été tué par balle. Des vidéos racistes avaient été publiées avant et après les tirs par le suspect Christophe B, 53 ans. Des insultes, ouvrez les guillemets, contre les bicos, les islamiques, ouvrez les guillemets, c'est l'allégeance au bleu, blanc, rouge. Une question générale, comment est-ce que vous qualifiez la menace de l'extrême droite et du terrorisme d'extrême droite, puisque le parquet national antiterroriste a été saisi dans cette affaire? Moi, je ne sais pas s'il y a une menace de terrorisme d'extrême droite. En tout cas, je condamne bien évidemment, avec la plus grande force, ce crime odieux, ce crime raciste. Et j'espère que, bien entendu, l'auteur a été interpellé par le GIGN, que je félicite, que la justice sera rapide et sera d'une fermeté implacable. C'est insupportable. Mais est-ce qu'il y a en France, parce que vous disiez, je posais la question de la qualification, est-ce qu'il y a bien un risque de terrorisme d'extrême droite en France? C'est aux magistrats de le dire. Il y a des groupuscules d'extrême droite qui sont naturellement dangereux. Je ne sais pas, l'enquête le dira, si ce criminel appartenait à un groupe d'extrême droite, s'il y a une organisation terroriste derrière, si c'est un acte individuel. En état de cause, rien ne peut atténuer la gravité. Ça existe, le terrorisme d'extrême droite. Il y a des groupuscules d'extrême droite qui peuvent présenter des risques, comme il y a des groupuscules naturellement d'extrême gauche. Moi, je ne distingue. C'est difficile à dire qu'il y a du terrorisme d'extrême droite. On a plus l'habitude de voir du terrorisme islamiste ou du terrorisme et l'un n'empêche pas l'autre, ou de terrorisme d'ultra-gauche, mais tous les actes qui sont qualifiés de terrorisme doivent être combattus avec la même force. Il ne doit pas y avoir des nuances. Ce qui est condamnable et ce qui doit être combattu, d'où que cela vienne, c'est l'acte. Bien sûr. Je vous ai bien écouté, Éric Ciotti, et vous disiez, au sujet de ce crime raciste, les mêmes qui disent pas d'amalgame à force de faits divers et de crimes, je pense à Thomas, je pense à Lola, et qui là aujourd'hui font une accusation générale. C'est totalement insupportable, en référence notamment à ce qu'a dit Olivier Faure sur le racisme d'atmosphère, a-t-il dit. La mort de Lola et Thomas sont des drames absolus, et on en a d'ailleurs souvent parlé sur ce même plateau, mais il n'y avait pas de motivation idéologique. Là, semble-t-il, et plus que semble-t-il, puisque d'ailleurs le parquet national antiterroriste s'est saisi, il y avait une motivation idéologique. Sur Thomas, on ne sait pas. Écoutez, je ne crois pas avoir vu le parquet national antiterroriste se saisir. Oui, mais on a ni la qualification de crime raciste, absolument, sur ce plateau. Tendu sur ce plateau. Il y a des enquêtes qui ont été faites et il n'y a pas de circonstances aggravantes pour racisme retenu en l'état. Qui porte sur un racisme anti-blanc. Pas retenu dans le dossier. Mais ça, c'est vous qui le dites. C'est la justice, c'est pas moi. C'est le jugement. Le jugement le dira. Je sais que vous faites partie de ceux qui ont voulu atténuer la gravité des faits à Crépol, et vous le refaites. Éric Ciotti, atténuer ce soir. La gravité des faits, c'est dire la réalité de ce qui a été documenté par les magistrats instructeurs. Pourquoi vous voulez atténuer la gravité de ce qui s'est passé à Crépol pour dire que c'est moins grave que ce qui s'est passé dans le Var? Je parlais de la comparaison que vous faisiez, Éric Ciotti, entre des motivations idéologiques qui semblent apparaître et un drame absolu à Crépol. Je n'ai pas entendu de la part de M. Olivier Faure, je n'ai pas entendu de la part des Insoumis la condamnation de ce qui s'est passé à Crépol, le fait que ça soit un fait politique national, c'est fait dans le Var. Moi, je condamne les actes, l'assassinat de Crépol, l'assassinat du Var, sont tout aussi graves et doivent être condamnés. Donc, il n'y a pas d'amalgame politique. En tout cas, dans mon discours, il n'y en a pas. En tout cas, personne ici... Et certains en font. En tout cas, Éric Ciotti, personne ici n'a tenu aucun drame. Moi, j'essaie juste d'en revenir... Non, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Éric Ciotti, moi, j'essaie juste d'en revenir aux faits. Et je le regrette, on avait déjà eu cet échange. Aux faits, et là encore,
concernant l'horreur de la mort de Thomas. Absolument pas, absolument pas. L'idée, c'est de revenir aux qualifications. Les deux faits sont aussi graves. C'est de revenir aux qualifications. On a un jeune qui est mort, assassiné. On a un homme de 35 ans qui est mort dans le Var. Et moi, je déplore ces deux morts. Et je ne fais pas de distinction ou de hiérarchie dans les victimes. Éric Ciotti, venons-en à votre livre « Je ne regrette rien » aux éditions Fayard. Un plaidoyer pro domo, où vous félicitez de, je cite, la rupture du ridicule cordon sanitaire, un élan historique. Alors certes, vous êtes à la tête d'un groupe de 16 députés. Enfin, le destin d'être un satellite du Rassemblement national quand on rêvait d'être ministre de l'Intérieur, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un élan historique ? Bon, je vous laisse libre de vos qualificatifs. Il ne m'étonne pas de votre part. C'est une question que je pose. Satellite du Rassemblement national, c'est factuel. Non, je ne suis pas un satellite de personne. Je suis à la tête d'un parti politique, d'un groupe politique indépendant qui revendique une alliance avec le premier parti de France, qui est le Rassemblement national, qui est soutenu par des hommes et des femmes que beaucoup de commentateurs, et vous en faites sans doute partie, méprisent. Décidément, les commentateurs, on voit le leitmotiv. Il y a 11 millions d'électeurs qui sont en permanence méprisés. Bien, moi, je considère que ces électeurs, aujourd'hui, ils sont majoritaires dans le pays et que cette alliance, elle a rompu des codes et elle est porteuse d'espoir. Vous savez, être ministre de l'Intérieur pour faire quoi? Pour commenter l'actualité aujourd'hui? Pour être ministre de M. Bayrou? Je ne me vois pas ministre de M. Bayrou, je ne vois pas encore moins ministre de M. Macron. La vraie alternance, elle sera en 2027. C'est là que tout se jouera. Aujourd'hui, ce gouvernement est un gouvernement d'intérimaires et je regrette très sincèrement que mes anciens amis, ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, soient allés comme bouée de sauvetage du naufrage macroniste. Ils seront emportés avec le macronisme. Vous savez, au mois de juin dernier, au moment de la dissolution qui nous est tous tombé dessus de façon impromptue, il y avait deux choix pour LR. Nous étions trop faibles pour aller tout seuls aux élections législatives. Il y avait donc, c'est le cadre du scrutin législatif à deux tours, il y avait deux choix d'alliance. Soit les patriotes s'unissaient, c'est ce que j'ai fait. Soit il y avait une alliance avec les macronistes, c'est ce que M. Retailleau, c'est ce que M. Vauquier, M. Larcher, Mme Pécresse, M. Bertrand ont préféré faire. Vous parlez de vos anciens amis, et effectivement, vous êtes sévère dans votre livre sur eux. On verra qui a raison en 2027. Et on verra, effectivement, les barons de la droite, ouvrez les guillemets, vassaux intellectuels de la gauche, Chirac et Sarkozy qui vous ont déçus. On parle souvent, Éric Ciotti, de la question de la sincérité des responsables politiques. Alors certes, vous avez effectué cette rupture il y a un an, mais pendant tant d'années, vous avez tenu meeting avec eux. C'était quoi? C'était de l'insincérité? Vous pensiez déjà la même chose, mais vous ne vouliez pas franchir le Rubicon? Non, j'ai assisté et j'ai tenté, j'ai échoué de modifier cet engrenage du déclin. Je me suis battu à la tête des Républicains. J'étais candidat à la primaire. Vous en rappelez, je suis arrivé en tête du premier tour de la primaire de la droite avec des idées qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. J'ai pas changé de valeur, j'ai pas changé d'idée. J'étais pour le droit du sang, j'étais pour qu'on rétablisse la double peine, j'étais pour l'expulsion immédiate des clandestins, j'étais pour la suppression des droits de succession, pour la flat tax sur l'impôt sur le revenu. Ce sont toujours mes idées et elles nourrissent le programme de l'UDR. Mais comprenez, Éric Ciotti, de l'intérieur, on s'est trouvé confronté, j'évoquais tout à l'heure nos fautes, nos échecs, au fait que ce parti est devenu, peut-être avec la création de l'UMP, une forme de parti centriste. Moi, je considère l'UMP, c'est 2002, vous y êtes resté pendant 22 ans. Oui, mais c'est pas facile. Ça met du temps pour c'est pas facile. Il y a eu la victoire de 2007. Moi, j'ai été élu en 2007 député. Donc, mon point de départ de mon engagement politique, en tout cas en tant qu'élu, il est là. 2007, c'était un formidable espoir. Il y a eu ensuite les échecs de 2012. Il y a eu, j'ai beaucoup cru en François Fillon, et puis il est arrivé ce que nous connaissons. C'est je dirais un traumatisme quelque part pour notre famille politique, mais ça a été un regret pour notre pays. Parce que par rapport au macronisme et ce que cela conduit de négatif en termes d'impôts, de dettes, d'insécurité, de perte d'influence dans le monde, je pense que François Fillon aurait été un excellent président de la République. Ces occasions, elles ont été manquées. J'ai pris mes responsabilités à un moment. J'ai une toute dernière question à vous poser, là encore sur les qualificatifs que vous utilisez pour cette fois qualifier vos nouveaux alliés. Marine Le Pen, une femme d'État, patriote, Jordan Bardella, quelqu'un au potentiel rare, un débatteur redoutable, un orateur instinctif. C'est quoi? C'est le zèle des nouveaux convertis? Ça fait un peu
Pardonnez-moi, ça fait un peu Fayot, non? Je comprends que vous ne partagez pas ces qualificatifs. Non, c'est pas ça, mais quand on est aussi sévère avec certains et aussi laudateur avec d'autres, avec assez peu de nuances ou de recul, bon, on se pose la question. Ça ne me surprend pas que vous ne partagiez pas ces qualificatifs. C'est pas la question de partager, Éric Ciotti, mais ne vous en déplaise, ils sont sincères. Donc il n'y a pas un petit côté Fayot? Il y a un côté... ils ont des défauts, Marine Le Pen et Jordan Bardella? Bien sûr qu'ils ont des défauts. On a tous des défauts. Vous en avez aussi. Je crois en avoir pointé quelques-uns ce soir. Mais la réalité, c'est qu'il y a une alliance sincère, c'est qu'il y a eu un respect des engagements. Et les deux aiment la France plus que les petits arrangements de parti.